Bonjour à tous. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle de ces vidéos de rentrée pour un petit top, les fameux tops de fin d'année. Et cette fois-ci, ce sera le top de Maxime. Et oui, c'est moi. On va avoir le top 10 de l'année. Absolument. Mes attentes 2025. Ce que j'ai pensé de l'année, bref. Voilà, tout ce petit bilan vu par ton prisme, bien évidemment. Vous avez peut-être vu déjà mon top, ou peut-être que vous le verrez après, ainsi que nos flops. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement, voilà, sur un terrain tranquille. L'année commence, bonne année à vous d'ailleurs. Bonne année, c'est vrai. Et on va se lancer. Maxime, déjà, en premier temps, on commence tranquillement. Est-ce que tu as un petit bilan rapide de cette année 2024 dans sa globalité? Ouais, complètement. Alors, ça va vous surprendre si vous avez vu nos précédentes vidéos, mais je trouve que c'est l'année de la générosité. Ah bon? Ouais, c'est fou. C'est fou, ça. C'est fou. Non, mais clairement, on a du cinéma qui est très généreux. En fait, j'ai l'impression que le blockbuster américain, qui reste quand même un peu la vitrine publique du cinéma, souvent quand les gens vous disent « le cinéma va mal », non, le cinéma de divertissement américain va mal. Le cinéma va très très bien. Il y a plein de cinéma dans le monde. Il y a du cinéma indépendant, il y a du blockbuster indien, coréen, tout le monde va bien. Mais du coup, il y a cette vitrine mondiale qui est le cinéma de divertissement américain, qui est très peu généreux depuis des années. Moi, depuis au moins Captain America Civil War, en termes de date, c'est là où j'ai commencé à ressentir cette attrition. T'as vu le parking, t'as fait non. Ouais, non, mais on en reparlera peut-être un jour, mais le parking, vraiment, j'ai envie de crever l'écran, quoi. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'enfin, en fait, les auteurs, j'ai pas l'impression que les producteurs en eux-mêmes et les financiers se bougent le cul vis-à-vis de ça, mais j'ai l'impression que les auteurs ont une envie de générosité, consciente ou inconsciente. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce qui est commun à nos deux tops, c'est que on aime, nous, les films qui donnent. Je préférerais toujours un film qui faute à me donner trop qu'un film qui ne me donne rien. Et vous le verrez dans nos flops, d'ailleurs, sauf si vous avez déjà vu nos flops. Mais voilà, pour moi, l'année 2023, donc l'année précédente, c'était une année qui était... comment dire, où j'avais beaucoup de très grands films. Genre, vraiment, je note mes films sur 5 étoiles. Et j'avais énormément de 5 étoiles. Okay. Et je tiens même d'ailleurs une liste que je remplis tous les ans de liste que j'appelle Perfection. Un peu exagéré, hein, toujours avec moi, j'aime bien pousser les potes à fond. Mais disons que c'est un peu mes films cultes, tu vois. J'espère un jour arriver à 100 et me dire c'est mon top 100. Je crois que je suis à 70 films vus de toute ma vie actuellement. Donc tous à 5, du coup. Hein, ils sont tous à 5. Ils sont tous à 5 et en fait, ils sont même à 6 techniquement. Genre, voilà. Et en fait, l'année 2023 contenait beaucoup trop. Je crois qu'il y avait déjà 3 films que j'ai mis là-dedans. Et dans le reste, il y avait déjà des 5 étoiles, 5 étoiles. Mais moi, j'étais en mode, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de bons films. Cette année, c'était plus particulier. Parce qu'il y a un film qui est 6 étoiles, du coup, pour reprendre ma logique de notation. Un film qui est chef-d'œuvre, qui est copie parfaite, qui est mon top 1, qui est... ben non, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin pour le savoir. Tout là-bas, dans la fin du timecode. Voilà. Du coup, là. Et tout le reste, j'avais une grosse quinzaine de films qui étaient très bien. Genre vraiment qui étaient très bien. Et j'avais là-dessus, on va dire... mon top 10 s'est fait plutôt naturellement quand même, parce que mon top peut-être top 11-12, vraiment, j'avais un peu de mal à faire rentrer, quoi. Mais ça s'est fait assez naturellement parce que c'est des très très bons films. C'est juste pas des copies parfaites. Après, c'est peut-être justement l'année 2023 qui m'a mis un seuil d'exigence de dingue sur ce qui doit être une copie parfaite. Peut-être. Voilà, pour moi, il y a qu'un film qui a rendu copie parfaite. Tous les autres, c'est des excellents films. C'est des 4 étoiles et demie. Tous ceux de top que vous allez entendre. Et comment j'ai fait mon classement? Tu m'en as pas demandé, mais j'anticipe ta question. Bien du coup, vas-y. C'est toi qui as la parole cette fois-ci. Hein. Comment j'ai fait l'ordre? Je me suis vraiment basé sur mon expérience en salle, mon expérience de visionnage, en mode qu'est-ce que t'as préféré, et aussi du coup quel cinéma t'aimerais voir.
Moi, j'ai des idées de cinéma, j'ai des attentes au niveau du cinéma de manière générale. J'aime bien me dire, j'aimerais bien voir ce genre de film, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. Et du coup, plus on avance dans le classement, plus on remplit des attentes de « Waouh, je voulais trop voir un film comme ça un jour dans ma vie » et on me l'a donné. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, très bien. Eh ben, écoute, avant qu'on rentre dans ce classement qui a l'air assez mouvementé, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être très rapidement de quelques mentions honorables, des films qui n'ont pas passé le cap de la 10e place, mais qui en vrai auraient pu aussi être dans ce top 10? Ouais, déjà il y a Blink Twice qui est 11e, qui s'arrête aux portes du top 10. Qui est pas dans le top 10 pour la raison de pourquoi mon top 10 est 10e. Je vous expliquerai ça quand on parlera de la 10e position. Il y a Moi, Capitaine. Pas Moi, Capitaine, c'est le titre du film. Ouais. Ouvrez les parenthèses. Moi, Capitaine. Fermez les parenthèses. C'est ça. Donc voilà, qui est un film de Matteo Garonne. Matteo Garonne, c'est un réalisateur que j'adore. Et le film n'est pas dans le top. Et en fait, je suis un peu deg parce que vraiment, un Matteo Garonne sort, normalement, c'est à peu près sûr que ça arrive dans le top. C'était le cas de Dogman quand il est sorti. C'était le cas Dogman de Matteo Garonne. C'est incroyable. Je pense que je te le ferai rattraper un jour, ce film. Tale of Tales, qui est son chef-d'œuvre, même son premier film qui est génial. Pinocchio. Voilà, c'est ça, c'est que le dernier du coup était Pinocchio. Je l'ai pas fini en fait, j'étais trop dégoûté, j'étais en mode mais qu'est-ce que vous avez fait avant Matteo Garonne? Je l'ai pas regardé et lui, le film est génial. Le film est très très bien, juste il est, je crois que de mémoire il est 20e ou 17e, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est génial et d'ailleurs plus je digère le film, mieux il est. Donc je pense qu'il va mériter un revisionnage et je pense qu'il se rehaussera avec le temps. C'est peut-être un film en soft power, finalement. Il y a aussi City of Darkness. En fait, en gros, quand on a préparé ces 3 émissions avec Benjamin, Benjamin m'a dit « City of Darkness, il devrait être dans ton top, mais tu l'as pas vu, c'est dommage et tout, machin. » Il m'a titillé, je l'ai rattrapé, sauf que je l'ai rattrapé il y a 3 jours. Et mon top, il est fait depuis novembre. Il a beaucoup bougé quand même entre-temps, mais du coup, j'y réfléchis vraiment à le constituer depuis novembre. City of Darkness aurait probablement dû être dedans si je l'avais vu plus tôt, mais c'était trop galère à faire rentrer. Et je tenais trop aux 10 films que je m'étais fait chier du coup à faire rentrer dans mon top 10. Donc voilà, City of Darkness, c'est incroyable, mais vu trop tard. Voilà. Mais je l'ai quand même rattrapé. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et l'autre, un autre film de baston qui est très très bien, c'est Monkey Man de Dev Patel. L'acteur Dev Patel qui réalise, qui nous fait un film d'action génial, avec des idées de mise en scène géniales. Un vrai film de gaucho, faut le dire. Hein. Quand on en a un, faut le dire. C'est un bon film de gaucho, mais ça fait du bien de voir des gauchos se tataner. Écoute. Voilà, non, c'est un film de baston qui est hyper politique. Et ça, c'est vrai que c'est assez particulier parce que généralement, les films de baston se permettent pas d'être autant politiques. Ils se contentent d'être dans le divertissement. City of Darkness est politique, mais pas ouvertement contre les politiques actuelles de l'Inde. Oui. Et contre les mouvements actuels. C'est-à-dire, il est politique de maintenant, Monkey Man, quoi. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas comment il a été reçu en Inde, mais il a dû probablement faire polémique. Donc voilà, Monkey Man, c'est génial. Mais pareil, la concurrence a été rude. Il y a d'autres films que j'ai adorés cette année. Pour la plupart, je vais pas les citer parce qu'en fait, il suffit d'aller voir nos vlogs qu'on a fait cette année et vous pouvez assez vite savoir ce que j'ai aimé ou non. Et puis, on va vite s'ouvrir un letterbox dans le courant de l'année et dans quelques semaines, mois, vous allez pouvoir retrouver finalement notre top complet du top 1 au flop 1. Voilà, exactement. Voilà pour les mentions honorables. Très bien. Eh ben écoutez, on va pouvoir démarrer les hostilités, avoir enfin ce grand moment qu'on attend tous les ans, qui est le top de fin d'année. Cette fois-ci, c'est celui de Maxime. Et donc, on commence par le top 10. Maxime. 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 Tu es devenu une star.
Et donc, vu qu'on disait que c'était le top 10 de Maxime, et bah ce top 10, c'est Maxine. Et oui, avec un N. Avec un N, attention. Nuance. Et 3X. Et 3X. Majuscule. Maxine. Alors Maxine, justement, celui qui a failli sortir du top 10, en fait, quand j'ai tout réorganisé. Sauf que Maxine est resté top 2 toute l'année, en fait. Avant que je réorganise mon top, que je réfléchisse à la place de chacun, Maxine était deuxième. Et au moment où j'ai failli le faire sortir du top 10, j'ai dit en gros, frérot, t'as quand même surkiffé ta séance, c'est quand même un super film pour toi. C'est le meilleur de la trilogie X, trilogie Purge, je sais pas comment on appelle cette trilogie. Mais tu peux pas le sortir du top 10, c'était trop génial, il est quand même resté deuxième toute l'année, enfin toute la moitié de l'année vu qu'il est sorti cet été. Mais voilà, Maxine, c'était beaucoup trop bien en fait. C'est petite vibe tarantinesque, en un peu plus trash, et puis comme j'ai dit dans la vidéo de critique qu'on a faite là dans le bilan de l'été, très référencé, mais que des références super bien utilisées en fait. Et cette scène de course-poursuite à Hollywood, je crois que c'est la scène la plus géniale que j'ai vue cette année. En tant que scène à part entière. Et je pensais pour ça que je l'ai pas fait sortir du top 10 malgré tout, et qu'il était deuxième pendant longtemps. C'est surtout pour cette scène de course-poursuite qui est, oui, je n'ai pas peur. C'est la meilleure scène de l'année. Et pourquoi, pour toi, c'est le meilleur de la trilogie? Parce que je pense qu'il y a peu de gens d'accord avec toi, quand même, là-dessus. Parce que, alors, je suis souvent un fan des trois, déjà, il faut savoir, que j'aime bien le côté apothéose et le côté final d'une histoire qu'on me prépare. Donc, dans Maxine, on a une fin, et on a une fin en apothéose. On a justement ce final qui est incroyable, qui est aussi une des meilleures scènes de l'année aussi, qui équilibre tellement bien le second degré, le premier degré, le what the fuck, l'absurde, mais à la fois le côté très dur, très réaliste, le côté complètement comique et absurde, mais à la fois le côté sérieux. C'est-à-dire que cette scène finale, c'est une rupture de ton constante, permanente. Et le mec fait le funambule, mais il te fait des acrobaties sur la corde, tu vois. Genre, il te fait un triple salto arrière, il te fait la roue, il s'accroche, et puis il retombe, et puis le truc est élastique, alors il ressaute. Je trouvais que c'était une vraie prouesse, en fait. Okay. Que le premier a un côté film... j'aime bien faire des citations des films que j'aime bien, et je montre que je sais bien les utiliser. Ça, pour moi, c'est X, le premier. Okay. Le deuxième, c'est j'aime bien détourner mes références. Parce que il fait un film d'horreur sur la base du Magicien d'Oz, ce qui est pas acquis pour n'importe quel cinéaste. C'est sûr. Et puis, il cite aussi plein d'autres choses, hein, bien évidemment, mais Pearl, c'est le Magicien d'Oz. On fera peut-être un jour une vidéo d'analyse pour vous expliquer à quel point Pearl, c'est le Magicien d'Oz. Pourquoi pas, en vrai. Voilà, encore une fois, Pearl, c'est du coup le bon élève, on va dire. C'est le... voilà, la première fois, le premier, je vous ai montré que je rendais une bonne copie. Dans le deuxième, je vous rends que je peux vous rendre la copie parfaite, tu vois. Maxine, c'est justement celui qui n'était pas prévu, c'est celui qui est spontané, c'est celui qu'on a fait parce que ça marche bien, parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a un truc. C'est le film qui sort des tripes, qui sort comme ça, qui est peut-être factuellement un peu imparfait, mais qui lui donne toute sa beauté, en fait, justement. C'est le sale gosse presque de la trilogie. Fallait pas le faire, mon histoire dure trop longtemps, rien à foutre. Et comme je dis, j'adore les trois de manière générale, parce que c'est des films qui nous offrent des finaux en apothéose, et là j'ai eu ça, donc grand kiff. Et la scène aussi où elle se fait maquiller, qui est incroyable, la scène du casting, enfin bref, c'est un film de scène en fait aussi, surtout. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, très bien, Maxime, pour ce discours sur Maxine. Maintenant, on va pouvoir passer à ton top 9. Et c'est donc le nouveau Robert Zemeckis, Here. Waouh, quel film, quel film. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé celui-là, voilà, si vous voulez savoir. Mais ce n'est pas à moi d'en parler. Maxime, qu'est-ce qui t'a tant plu dans le film Here? Je vous disais du coup que mon top était essentiellement des trucs que je veux voir au cinéma. Here, c'est la quintessence de ce que je veux voir au cinéma. C'est-à-dire des expérimentations,
qu'on teste des trucs, qu'on me fasse découvrir des trucs, et qu'en plus ce soit équilibré et réussi. Parce que du coup, si vous avez suivi notre année sur la chaîne, vous allez me dire pourquoi Megalopolis n'est pas dans ton top. Parce que Megalopolis reste quand même beaucoup trop expérimental, il reste beaucoup trop compliqué à digérer en fait. C'est trop tôt pour le classer, c'est inclassable. Je l'ai dans mon top, Megalopolis, il est aux environs vers la 15e, 20e place. Mais il est à part en fait, c'est autre chose, même si j'ai beaucoup aimé le film. Pour le coup, Ir représente pour moi cette expérimentation d'un vétéran du cinéma, mais maîtrisée. Maîtrisée de bout en bout, avec un vrai exercice de style. Pareil, c'est un autre truc que j'adore, les exercices de style, quand on se tient à une promesse tout le long du film, et qu'on la brise sur la fin pour refaire une prouesse. Justement, quand un film pour moi est génial dès le début, j'attends de lui que sur la fin il me reprouve qu'il est génial. En fait, pour moi un film doit être génial surtout sur sa fin. Donc du coup, si tu choisis d'être absolument incroyable dès le début, tu dois repasser le niveau derrière, parce que du coup moi sinon ça va être déceptif. Je vais m'habituer à la génialitude, on va dire. Et Robert Zemeckis nous le fait avec ce seul mouvement de caméra du film qui est génial. C'est-à-dire qu'il expérimente tout le long, il montre qu'il maîtrise son truc, et à la fin, il te fout la tarte qu'il faut. Donc, on l'a traité en vidéo, donc je vais pas m'étendre plus que ça, mais voilà, la raison, c'est celle-là, quoi. C'est un bon expérimentateur, quoi. C'est le mec, il expérimente, et pendant son expérimentation, il arrive à te restituer ce qui a marché. Ah c'est sûr, c'est un mec qui n'a pas peur d'expérimenter, parce que il a raté aussi, parfois, mais il a toujours remis la ceinture. Oui. Et il remet toujours la ceinture en jeu, et ça, c'est très respectable, surtout à son âge. Maintenant. Ouais, carrément. Et je pense, voilà, moi, si j'aime aussi ce genre de film, c'est que je pense que c'est ce genre de film qui font avancer le cinéma, tout simplement. Parce qu'on a besoin de ces laborantins, de ces expérimentateurs qui testent des trucs. Et la preuve en est, c'est que le film, moi, m'a donné d'autres idées de ce que j'aimerais voir au cinéma. C'est aussi comme ça que je fais évoluer ma cinéphilie, quoi. Ouais. C'est que du coup, une fois qu'on m'a donné des trucs que j'aurais voulu voir, du coup, je me dis mais du coup, ça me donne des envies d'autre chose, quoi. J'ai envie d'avancer là-dedans, quoi. Et puis voilà, c'est génial. Et si vous voulez vraiment le détail de tout ce que je trouve génial dans Ir, allez voir notre vidéo. On le traite en même temps que d'autres films. Je sais plus du tout les autres films qu'on traite en même temps. Flo, je crois. Ah ouais, c'est celui qu'on a fait Flo. Ouais. Ir, Anora et Flo. Oui, voilà. Je viens de me rappeler du titre de la vidéo. Et Flo. Maintenant qu'on a parlé de notre cher Robert Zemeckis, je te propose que nous passons tout de suite à ton top 8. Tu vois, il faut qu'on tente le coup. Alors, toi, Maxime, qui nous parlait de l'importance de comment tu découvrais un film, notamment avec la salle, Vlatipa, un petit film Netflix. Qui se balade. Voilà, Le Cercle des Neiges. Alors, dis-nous tout sur cette découverte netflixienne. Justement, c'est que j'ai un problème avec le film, c'est qu'on m'a privé de la salle pour ce film. Vraiment, et là j'insiste sur le fait qu'on m'en ait privé. Ça m'a refait pareil avec le Wallace et Gromit qui vient de sortir. Potentiel meilleur film de 2025. Pour l'instant, il est top 1. J'ai vu un film, il est top 1. C'est d'ailleurs aussi le film le plus merdique de 2025. Ouais, c'est mon flop 1 aussi, du coup. Non, mais voilà. Encore pour Wallace et Gromit, ça reste des films que j'ai eu l'habitude de voir dans mon salon. Oui. Parce que moi, Wallace et Gromit, ça passait à la télé, c'était les courts-métrages qui passaient à la télé. Donc, même si le mystère du lapin-garou a été une très belle expérience en salle, il y a dans le dernier Wallace et Gromit, il y a une espèce de conscience de la plateforme, une conscience de la télévision. Oui. C'est un vrai téléfilm, dans le sens, c'est un film qui est fait pour être regardé. Donc, ça me fait chier qu'on m'ait privé de la salle pour Wallace et Gromit, mais je me suis pas privé non plus, je l'ai apprécié, et voilà. Le Cercle des Neiges, vraiment, plus j'avançais dans le film, plus j'aimais le film, plus je disais, mais pourquoi je regarde ça sur une télé ? Qu'est-ce que je fous dans mon canapé ?
Ouais, j'aurais dû payer ma putain de place et j'aurais dû me prendre ça sur grand écran. Et franchement, je pense que si je me serais pris ça sur grand écran, il serait pas 8e. Ouais, et puis ça fait partie des peu de films Netflix où on a vraiment une impression que c'était fait pour le cinéma. Eh oui. On n'a pas l'impression qu'il a été tourné en sachant qu'il allait finir sur Netflix. Non. Je sais pas, j'ai pas l'info, mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression que ah oui, moi c'était pas fait pour Netflix à la base. J'ai pas l'info non plus, mais j'en suis sûr que ce film est destiné à la salle. Et je suis sûr qu'il y a des pays qui ont réussi à le voir en salle en fonction du distrib. Ouais, il y a moyen. Sauf que c'est juste Netflix qui a récupéré la distrib en France en vrai. Non, je crois qu'aux États-Unis c'était Netflix aussi. Bah, c'est triste à mourir alors. Vraiment, c'est triste à mourir. Parce que le film est génial. Encore une fois, moi je suis un grand amoureux de la montagne. J'aime bien faire de la randonnée. Je crois qu'on l'a déjà dit. Oui, plus à quelle on l'a occasion. déjà dit quelque part. Ah bah pour Arlo. Oui, Pour c'est Arlo. ce que j'allais dire. Ça m'est revenu. Quand on a fait notre top Pixar. Et on a fait un top Pixar, si ça vous Ouais. intéresse, hein, allez le voir. Et bah du coup, ouais, un film qui filme la montagne de cette manière, je peux que adhérer. Et en plus, quand je retourne à la montagne, je vois ça, en fait. Je me suis redit toute cette année quand je suis retourné à la montagne. Je me refaisais des réflexions de la manière dont lui s'était approprié ce décor-là. Et je me disais, mais oui, clairement. Je pense qu'il est parti en rando et qu'il s'est posé les questions, quoi. Il a trouvé la bonne manière. Donc moi, je kiffe. Et puis, j'aime bien aussi les survival. Que voulez-vous ? Ah, ça. Que voulez-vous ? Moi, j'aime bien quand les gens, ils en chient pour survivre, quoi. Et là, j'ai été complètement servi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment du cinéma que je veux voir. Peut-être dans toute mon ambition que j'aimerais faire si un jour j'en ai l'occasion dans quelques années. Donc ouais, le Cercle des Neiges qui était pas du tout dans le top tout le long de l'année et qui après grande réflexion j'ai dit mais si, il est obligé d'y être pour les raisons que je viens de vous dire. Puis surtout c'était le tout début d'année, c'était une de nos premières séances canap, on l'avait vu ensemble dans le souvenir chez toi. C'était mon premier film de l'année. Ouais, voilà. Ça fait 2 fois que mon premier film de l'année est Netflix, quoi, et 2 fois qu'il risque d'être dedans, alors que très sincèrement me lancez pas sur les films Netflix, je suis extrêmement critique. Et là, j'ai vraiment cité les 2 exceptions, quoi. Voilà. Après, Balle perdue, c'était bien Balle perdue. Oui, Balle perdue, c'était bien. Voilà. Puis il y a 2-3 films Netflix en vrai qui sont bien. Il faut juste réfléchir auxquels. C'est ça. On met du temps à les faire revenir au cerveau, quoi. Ouais. Mais bon, il n'y a pas que les films Netflix qui existent dans la vie. Heureusement. Et donc, notamment, il y a ton top 7. Je suis Paul Moiti Batterie Duc d'Arakis. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Et ça y est, on s'attaque un peu au gros film, au gros mastodonte de cette année, car tu as mis Dune 2 en 7e position. Alors, dis-nous comment Dune 2 a pu atterrir dans ce top. Je suis un fan de science-fiction. Voilà, que dire d'autre ? Très bien, top 6. Non, puis déjà, il est arrivé dans un contexte où on s'est refait toute la filmo de Denis Villeneuve avant. C'est vrai. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal, moi, avec Denis Villeneuve, en fait, de manière générale. J'ai du mal avec son rythme. Les films lents ne me gênent pas du tout. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça, c'est qu'il y a une manière de gérer le rythme de ses films où je trouve qu'il y a toujours un moment de creux dans tous ses films, à part dans Prisoners, qui est son meilleur film, que j'ai découvert pendant qu'on faisait la rétrospective. Et du coup, là où avant Denis Villeneuve c'était un peu le ouais, c'est un grand réalisateur, mais bon, j'aime pas trop le rythme de ses films, mais il y a toujours des grandes images de cinéma qui me restent quand je vais voir un film et j'en sors toujours avec du très bon, mais il me manque le truc. Là, je suis arrivé à voir Dune 2, c'était un auteur que je connaissais. C'était un auteur que j'avais étudié, c'était un auteur dont j'avais extirpé certaines de ses thématiques fortes, quoi. Donc j'y allais en voulant un peu compléter cette étude finalement qui nous avait pris un bon mois avant la sortie du film. On avait vraiment beaucoup travaillé. On voulait pas que revenir sur la filmo de Villeneuve, on voulait en sortir quelque chose. Alors j'aimerais bien que ce format revienne un jour.
allez l'écouter et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs avec lesquels on pourrait faire revenir ce format. Bien sûr, il y a des chances qu'on le fasse revenir. Voilà, le 1 j'avais beaucoup aimé, mais pareil, pour moi, problème de rythme, on manquerait au milieu du film. Et là, Dune 2, ouais, c'est quand t'étudies un réalisateur, que tu cherches à le comprendre, et que le film que tu découvres à la suite de cette étude, qui est son dernier, c'est le film où il s'accomplit artistiquement, du coup, en fait, t'es parfaitement préparé à te recevoir la claque dans la gueule. C'est vrai. Et du coup, c'est ça, c'est que j'étais prêt. J'étais prêt, et en plus de ça, on a beaucoup de science-fiction. Je suis particulièrement fan de Planète Opéra. En plus, mon sous-genre, mon sous-genre de SF préféré, c'est Planète Opéra. Donc le Planète Opéra consiste à explorer une planète, tout simplement. On a Avatar, c'est du Planète Opéra. On a Dune, c'est du Planète Opéra. Star Wars, qui est un mélange de space et de Planète Opéra. Après, on va rentrer trop dans le détail des sous-genres, je vais m'arrêter là, mais vous avez l'idée, quoi. C'est l'idée d'aller explorer une planète. Predator 3 est un Planète Opéra. Que voulez-vous? Donc forcément là j'ai été on en a peu et en plus peu de qualité, donc là j'ai été ravi, quoi. J'étais parfaitement aligné pour recevoir le film et je me suis pris ma claque. Et tu sais quoi, même encore là, avant qu'on lance la vidéo, j'avais une hésitation de le refaire avancer dans le classement, quoi. Ah ouais? Ouais. Je me suis dit c'est peut-être quand même beaucoup trop ta cam pour qu'il soit aussi bas dans le classement, donc peut-être qu'il réavancera dans le classement. Je pense que ce que tu disais sur Seigneur des Anneaux et tout, t'as raison. Je pense qu'il faut que je revoie le premier. Parce que j'avais pas revu le premier pour notre étude de Denis Villeneuve, parce que je l'avais bien en tête et que j'en avais en fait pas mal à rattraper. Donc j'ai préféré rattraper ceux que j'avais pas vus et j'ai pas revu Dune 1, notamment pour pas être déçu et pour pas me déshyper du 2, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien le revoir. Ça se trouve, maintenant que je sais où ça va, je vais le préférer, un peu comme la communauté de l'anneau que j'ai appris à aimer de plus en plus avec le temps, quoi. Donc ouais, c'était génial. Puis voilà, du coup, parlons Planète Opéra. La planète, l'écosystème de la planète est vivant, il est crédible, on le comprend. On ressent la chaleur, on ressent comment la planète fonctionne, que ce soit sa partie, on va dire, plus sa biodiversité, ou alors même son côté plus ésotérique, parce que c'est une planète qui a quand même des choses un peu magiques, si je peux me permettre l'expression. Mystique, ouais, c'est ça, plus mystique. Voilà, et puis après, en termes de SF, on a des designs de vaisseaux, de costumes, d'armes, de batailles qui sont incroyables, quoi. La scène où t'as le vaisseau qui vient récolter l'épice qui se fait exploser, là, l'attaque autour de ça, là, incroyable. Ah, mais c'est clair. Et puis faire rêver avec autant de sobriété, je trouve ça quand même très fort. Complètement. Et j'aime bien la tatane. J'aime bien quand les gens ils se battent. Et quelle ne fut pas ma surprise quand une des meilleures scènes de baston de l'année s'est retrouvée dans Dune, en climax du film. Genre, c'est pas de la... C'est pas le gouffre de Helm des deux tours, tu vois. Ah, c'est un 1v1 couteau gare du Nord. Et incroyable. Ma seule petite déception, c'est qu'il y a clairement une scène coupée, quelques scènes coupées dans ce duel. Et ça se voit, vu qu'il y a une blessure qui est commise, qui n'est pas commise dans le film, en fait. Commise hors champ. Qui est commise hors champ. C'est ma seule petite déception, et vu que j'aime ça. Peut-être qu'on l'aura. Ouais, peut-être qu'on l'aura, parce que, en fait, vu que j'aime bien la tatane, voir qu'en plus on m'a coupé, j'ai l'impression, tu vois, qu'on m'a un peu coupé une partie de plaisir, quoi. Tu vois, genre, ouais, je comprends. Mais bon, ça se trouve, ça marchait vraiment pas, ils ont eu raison de la couper. Hein. J'étais pas dans la table de montage, hélas. Vivement la Villeneuve. La Villeneuve, ouais. Release Villeneuve cut. Ouais. Genre, il y a 3 minutes en plus, on les veut. En fait, ça se trouve, c'est un plan complètement raté, tu sais, où vraiment ils se sont foirés vraiment sur ce plan. Ça pète vraiment la dynamique. Non, ouais, voilà, Dune, c'était bien. Et Timothée Chalamet m'a conquis. Mais il m'a conquis cette année, hein, même dans Wonka, que j'ai découvert cette année. Je pense que Timothée Chalamet arrive enfin au niveau de talent qu'on lui prête et qu'il a l'air d'avoir envie d'atteindre. En fait, je trouve que jusque-là, Timothée Chalamet, on le met un peu sur un piédestal alors qu'il n'a pas encore son plein potentiel, quoi. Ouais. Comme presque l'impression que c'est trop tôt. Donc voilà pour Dune 2, c'était génial. Denis revient avec un Dune 3
qui nous a fait croire qu'il voulait pas le faire tout de suite, qu'il hésitait, Ouais, peut-être il le ferait pas. Ça, il a finalement, comme ça, il a pu négocier son contrat, il a raison, c'est comme ça que ça Bien marche sûr, avec les studios, il a sinon ils te raison. laissent pas les mains libres. il a totalement raison. Voilà, donc ouais, Dune 2 c'était génial et ça fait du bien une saga de SF quoi. C'est Toi, ça. tu disais un truc Exact. type Seigneur des Anneaux et moi je rajoute le côté SF quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Eh bien, maintenant... Juste Oui. le concept, on parlait de planète opéra, le concept de la planète des Harkonnen qui n'a pas de couleur quand on sort à l'extérieur à cause de son soleil, c'est du génie. C'est Je suis du bien d'accord. génie. Je pense que c'est la meilleure idée de planète opéra au cinéma depuis... Les sabres laser. faudrait que je réfléchisse à ça, mais depuis très longtemps. Très bien. Eh ben, on va pouvoir passer au film suivant en revenant sur Terre avec ton top 6. Et je vous ai dit sur Terre, mais en fait, c'est plutôt sur les flots, avec Flow. Voilà, un petit film d'animation pour compléter un peu ce top. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ce film laiton qui s'appelle Flow? J'en reviens du coup au type de cinéma que je veux voir, et là, complètement. Je trouve souvent que les dialogues sont superflus dans les films. En fait, moi j'aime bien les dialogues dans les films quand ils ont rien à voir avec l'intrigue, genre Scorsese ou Tarantino, globalement. Où du coup on ajoute des choses avec le dialogue qu'on ne peut pas dire à l'image, qui sont vraiment des choses qu'on ajoute à côté. Pour moi, en fait, les dialogues dans un film, c'est un bonus. Et du coup, un bon dialogue dans un film, c'est vraiment le dialogue qui fait un pas de côté par rapport au film. C'est le débat sur Madonna au début de Reservoir Dogs. Parce que du coup, y a rien de cinématographique à faire un débat sur Madonna. Donc ça, j'aime bien. Tout le reste, généralement, je trouve que c'est toujours superflu, un dialogue. En tout cas, un dialogue qui parle de l'intrigue. C'est souvent là pour nous aider à rester concentrés sur le film, pour nous aider à nous connecter, pour rendre le film plus grand public. Et encore une fois, je trouve pas que c'est une mauvaise chose, le dialogue. C'est juste un bonus. Et un bonus, ça veut dire que c'est bien quand on l'a. Mais un bonus, ça veut dire que normalement on est censé pouvoir s'en passer. Donc du coup, quand le film supplante carrément sa cinématographie par rapport au dialogue, autant vous dire que je déteste ça. Mais du coup, un film muet, ça vient me conquérir tout de suite. Et c'est le cas de Flow. Il n'y a pas un seul dialogue, tout est clair, tout est compréhensible. C'est limite la preuve de ce que je viens de vous expliquer sur le bonus que sont les dialogues. J'avais vu plus récemment Le Voyage d'Arlo. Je trouvais clairement que le film aurait pu se passer de dialogue, que c'était pareil une épopée avec des animaux. Et là, je l'ai eu avec Flo. Donc limite, j'ai commandé le film, tu vois. J'ai dit, je veux ce film. Dieu, il est arrivé et fait, tu connais ce truc laiton là? Ah ouais, voilà. Tiens, c'est pour toi, cadeau. Puis en plus, il utilise des refs qui me parlent, hein, comme Zelda, Breath of the Wild par exemple. Absolument. Et... Par contre, je trouve qu'il me manque quand même d'un petit dialogue, un petit débat sur Madonna, entre, je sais pas, le chat et l'oiseau, tu vois. Ça aurait pu être sympa quand même. Non, mais faut être plus moderne, toi, genre... Est-ce que Fame Monster est le meilleur album de Lady Gaga, par exemple? Fame Monster, ça a déjà quand même 10 piges. Hein. Facile même. Hein. Plutôt le dernier album de Dua Lipa. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, voilà. À part effectivement un débat sur le dernier album de Dua Lipa, le dialogue n'était pas nécessaire. Non, ouais, j'ai pris mon pied en fait, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'évite de le dire jusque-là parce qu'on l'a déjà beaucoup dit cette année, que je sais que vous l'avez compris. Mais encore une fois, la générosité. Hein. Tous les films que je vous ai dit avant, ça tartine. C'est des réalisateurs qui veulent nous en donner, et plus. Alors effectivement, Denis Villeneuve, c'est le seul qui le fait avec une certaine sobriété, comme tu l'as dit. Mais Flo, c'est pareil, hein. Ça envoie. Hein. On veut te faire un film avec du langage corporel d'animaux pour que tu puisses comprendre.
on a un oiseau, un singe, un chien, plusieurs chiens, un chat. Donc c'est pas les mêmes corporalités. Donc pour que le mouvement de l'animal soit crédible et compréhensible, tu procèdes pas de la même manière. C'est pas la même manière de créer le mouvement pour te le faire comprendre. Parce que du coup, on va leur faire avoir des comportements non-verbaux humains pour que tu comprennes, mais aussi qu'ils soient crédibles sur un chien. Et un chat et un oiseau. Ouais. Et c'est là où on atteint le génie, en fait, pour moi. Et puis on a beaucoup de plans séquences très fluides et tout, qui viennent ajouter à cette générosité en termes de mise en scène. Complètement. Où on sent que on pouvait pas faire ça autrement qu'en film d'animation. Et je pense que c'est ça aussi l'important de l'animation, c'est quand on sent que on n'aurait pas pu le tourner, que l'animation elle est là pour qu'on puisse donner cette œuvre-là, quoi. Bah, notamment à cause des mouvements non-verbaux des animaux, notamment pour présenter le monde. Et bah, je vous disais tout à l'heure, pour Dune, que j'adorais le Planète Opéra. Pour moi, Flow est un Planète Opéra. Parce qu'effectivement, il semble qu'on soit sur Terre, mais on est à la découverte d'un monde, on est à la découverte d'un environnement qui vit. C'est même la base du film, il y a un déluge, et puis voilà. Donc on est sur un Planète Opéra, sur Terre, mais traité comme tel. Et bah moi j'en suis ravi, et je vous ai dit tout à l'heure en plus que j'adorais Survival, bah c'en est un, parce que la notion de le danger de la mort est quand même très constant, et c'est marrant parce que le film est léger et tu retiens pas cette notion de mort quand tu ressors du film, alors que pourtant bah là c'est la survie, le sujet principal du film c'est survivre, c'est comment survivre seul, à deux, quel moment les autres vont nous aider à survivre, à quel moment ils sont dangereux pour nous. Le film part de ça, et c'est assez beau de faire un film finalement sur la mort et la survie, aussi doux, léger, et qui parle aussi bien aux petits qu'aux grands, quoi. Exactement. Et si vous voulez un avis plus complet, vous pouvez le retrouver sur la vidéo où on en parle, accompagné de Anora et Ir. Ok, donc on va pouvoir passer désormais à la position numéro 5. On attaque le milieu du classement. Ouais. Top 5. Tu te souviens de moi? On a parlé de petits films laitons, maintenant revenons avec le bon gros film là, bien badass, avec Furiosa. Alors Maxime, comment ça se fait que Furiosa arrive comme ça en plein milieu de ce top 10? Mais je suis très consommateur de récits mythologiques, que j'écoute en ce moment beaucoup en podcast, enfin en audio quoi. Il y a d'ailleurs la super série Les Grands Mythes sur Arte, que j'avais suggéré d'ailleurs la dernière déjà dans le podcast, qui est revenu d'ailleurs cette année avec sa dernière saison sur les grands mythes vikings, qui est toujours aussi incroyable, raconté par François Buñuel. Encore une fois, lui là. Voilà. Ça en fait des choses à marquer. Hein. Mais voilà, toujours aussi incroyable. Donc je suis très consommateur de ça. Et quand je les écoute, j'ai toujours vu que je suis cinéphile, je me pose toujours la question de comment je mettrais ça en scène. Imagine, on me donne ça. Est-ce que ça, je l'adapterais comment? Est-ce que ça, je le garderais? Est-ce que ça, je l'enlèverais? Et tu as toutes ces questions que je me pose, que ce soit dans la mythologie égyptienne, grecque, tout ce que j'essaye de... J'ai découvert d'ailleurs un qui faisait des podcasts sur la mythologie chinoise, que je connais pas du tout. Et donc du coup, voilà, j'essaye de m'ouvrir un peu au monde à travers... les récits. À travers leurs récits d'origine, quoi. Et du coup, ça tourne souvent dans ma tête, ces trucs-là. Et du coup, en voyant Furiosa... j'ai vu que j'étais pas le seul à me poser certaines questions. Donc depuis le dernier film de George Miller qui était 3000 ans à t'attendre, je me doutais qu'on avait une passion commune. Ah, ça. Et du coup, oui, avec Furiosa, en fait, j'ai retrouvé cette notion de récit mythologique, comme on crée un mythe. En plus, mon mythe préféré, c'est celui de l'Odyssée. Parce que on dit même une odyssée d'ailleurs pour désigner ce genre de récit aujourd'hui. C'est vrai. C'est plein de péripéties, il y a plein d'événements, il arrive sur plein d'îles, il se passe plein de choses. Et on construit un mythe avec Ulysse, vis-à-vis de ses faiblesses, vis-à-vis de ses forces, de ce à quoi il résiste, de comment il s'en sort. Et on fait pareil en fait avec Furiosa. On construit véritablement un mythe
comme Homère a construit le mythe d'Ulysse, quoi. Et plein d'autres, hein, c'est qu'un exemple. Mais donc du coup, on a souvent l'habitude d'avoir le fameux récit du héros qu'on nous refait à toutes les sauces depuis Star Wars et qui est dans tous les blockbusters quasi sans exception. Mais là, j'ai l'impression que George Miller, il a enfin redénudé cette formule. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, on le fait parce que George Lucas l'a fait avec Star Wars, que tout le monde le fait, puis que ça marche, donc du coup, on nous le ressort à toutes les sauces. Puis du coup, quand on a réadapté Le Seigneur des Anneaux, Tolkien l'avait déjà fait lui-même, puis finalement, Matrix, c'est pareil, enfin bref. Et du coup, pour avoir plus d'originalité, ce récit du héros, on lui rajoutait on lui faisait des ajouts. On le déguisait, on nous faisait croire que c'était pas vraiment ça, mais en fait si, ou alors c'était sur un personnage secondaire, ou des trucs comme ça. Et on le déguisait, on lui rajoutait plein de fioritures, et plus on avançait dans la pop culture, plus on gardait à chaque fois les bagages d'une œuvre à une autre. Et là, j'ai l'impression que George Miller, il a redénudé en disant, un peu comme le Gilgamesh, pour ceux qui s'y connaissent en mythologie, quoi. On est revenu vraiment au mythe de base, quoi. Le vrai mythe de base, le vrai mythe de mythes, quoi. Ouais, et le vrai conte. Et du coup, moi, c'est là où le film il est venu complètement me toucher, en fait. Ouais, et puis c'est vrai que dans ce sens-là, c'est ouf de constater que finalement, Furiosa ressemble beaucoup plus à 3000 ans à t'attendre, en effet, qu'à Fury Road, en fait. Mais complètement. Donc complètement. il est de la même saga. Mais ouais, c'est presque un plus, comme tu dis, du coup, 3000 ans à t'attendre 2 que Fury Road 2, quoi. Ouais, clairement. Et beaucoup de gens reprochaient le côté anti-climatique et peu épique du final. Et je crois qu'on l'avait pas dit dans notre vlog, mais du coup, je tiens à le dire là. C'est normal qu'il n'y a pas de climax dans Furiosa, les gars. Vous avez bien vu le film? C'est quoi le générique de fin? C'est des extraits de Fury Road. Le climax de Furiosa, c'est Fury Road. Et c'est vrai que du coup, Fury Road ressemble à un énorme climax. Mais oui. Non mais c'est ça. C'est pareil pour tous ceux qui voulaient revoir Fury Road. Tu vois, genre, revoyez Fury Road. Mais je comprends vraiment pas, et je vous jure, je comprends vraiment pas les gens qui veulent revoir le même film quand ils voient une suite ou une adaptation ou un remake ou autre. C'est normal que ça doit être différent. Bon, faut que ce soit différent en bien, en mieux et machin. Ouais, mais, évidemment. Mais si je veux revoir Fury Road, je revois Fury Road. Puis en plus, le film invite clairement à enchaîner avec Fury Road une fois que t'as fini Furiosa. Mais complètement. En tout cas, la bande-annonce du truc derrière. Ouais, quoi. Limite, ouais. Et donc, du coup, je trouve ça excellent de ne pas avoir fait un climax dans le sens propre du terme. Parce que déjà, souvent dans les récits mythologiques, t'as pas forcément de climax de cette manière à proprement parler. T'as forcément un combat final. Avec la créature, avec le dragon et tout, mais t'as souvent aussi un épilogue, quoi. Et là, c'est ce qu'il nous fait, en fait. On a le récit complet. Donc le récit complet s'arrête pas juste après qu'il ait pourfendu le dragon, quoi, pour revenir au mythe de héros. Il y a l'après. Il y a le moment où Ulysse, il revient à Ithaque. Qui dure très longtemps, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai complètement adoré. En plus, je trouve que George Miller se renouvelle complètement dans sa réal. Et le mec va encore chercher des terrains inexplorés de sa propre créativité. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Du coup, on m'a offert quelque chose de neuf, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le film n'a pas marché. Parce qu'on est dans une ère autour de la nostalgie. Je pense que j'apprends ça à personne. Non. Voilà. Donc, les gens, ils ont besoin de repères. Aujourd'hui, on est dans une ère où le cinéma de divertissement hollywoodien se repose sur des repères, se repose sur des mythes déjà fondés. Des mythes que les gens connaissent, au point que quand on refait aujourd'hui un Batman, un Spider-Man, on se réemmerde même plus avec la partie où il se fait piquer par l'araignée ou l'oncle Ben il meurt parce que tout le monde connaît. On a besoin de repères, on a besoin de tout ça. Et là, George Miller arrive et il nous reconstruit un nouveau mythe. On n'est pas prêt. C'était pas la bonne période pour le faire. C'est normal que le film ait pas marché, en fait. C'est parfaitement naturel, je trouve. Dommage. C'est triste. Triste. Parce que si on n'a pas la suite à cause de ça, moi ça me dévaste. Ah mais moi je veux le
match retour où à la fin quoi, où Furiosa revient à la Terre Verte et où Mad Max revient à la Terre Verte. Ouais, même ça peut être vraiment magnifique. Dans sa logique de construction de héros, une fois qu'il a ramené tout le monde à la Terre Verte, faut qu'il reparte. Mais ouais, il y a la suite, en plus on sait ce qu'elle va raconter quoi. Ça va être trop cool. Il y a une construction de trilogie en plus qui est claire. Mais bien sûr qui est claire. Mais tu sais que je me demande s'il doit pas le claquer en animation, aller trouver un studio Jap et aller le faire au Japon en animation. Toi. Alors pour moi, s'il peut le faire ailleurs, non. Je veux voir vraiment encore ces visuels. Moi aussi. S'il peut pas le faire, oui, parce que dans tous les cas, moi mon but c'est de l'avoir. Voilà, évidemment. C'est ça. C'est bon pour toi ? Ouais. Avec Furiosa. Très bien. Le nouveau mythe des années 2020. Exactement, le nouveau mythe. Et on va pouvoir passer à un autre mythe d'une autre sorte avec le top 4. T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie ça. Et oui, de retour en France, L'amour ouf de Gilles Lelouch. Un film qui nous a beaucoup impressionné, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo critique en date, qui était accompagnée de The Substance. Alors Maxime, que peux-tu nous dire sur L'amour ouf ? C'était ouf. La blague est déjà faite 3 fois. Je l'ai déjà faite cette blague. Quelle dinguerie. En fait, là, encore une fois, pas le choix que de reparler de la générosité. Parce qu'encore une fois, c'est le cas de tout mon top 10, mais L'amour ouf, c'est vraiment ce qui le définit. Ouais, en fait, c'est ça, c'est le film qui est tellement généreux que, quitte à être ce qui soit un peu imparfait, ça le rend encore plus beau, en fait. Ça aurait été une copie parfaite de Bon élève, ça aurait été tellement chiant. Que là, on a un film sincère, spontané, qui est génial, en fait, tout simplement. Qui est tout simplement génial. Et que dire d'autre ? C'est français. Pas mal, non ? C'est français. Mais oui, non, mais en plus, c'est ça. Il y a ce plaisir de se dire, ah, mais en France, on peut faire ça aussi, quoi. Il y a une vraie difficulté pour ce genre de cinéma en France, et qu'un mec comme Gilles Lelouch arrive à le faire, c'est bien. J'espère que ça va donner des idées. En plus, le film a très bien marché en salle. Ouais. Je pense que ça va devenir un film culte pour des gens plus jeunes que nous. C'est sûr, je pose ça là, mais je pense vraiment que pour des gens d'une vingtaine d'années, adolescents, c'est un film, mais je pense que nous, on l'aurait vu au lycée. Ouais. Mais ça aurait été... je pense qu'on en parlera encore. Ça aurait été nos top 1 respectifs de l'année. Ah oui, clairement, ça c'est sûr. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'est un film qui, même s'il a été critiqué pour certaines choses, c'est un film qui réunit quand même pas mal les générations, je trouve. Complètement. Genre, je pense qu'il peut être apprécié par à peu près toutes sortes de générations. Mais pour moi, ça, c'est fait parce que tu peux te retrouver en Alain Chabat et en Élodie Bouchez si tu prends vraiment le côté parent et que du coup, tu te mets vraiment dans une posture de parent vis-à-vis du truc. Si tu prends pas la posture de parent, tu prends vraiment la posture des amoureux, donc des deux, quoi. Et en plus de ça, si tu te prends pas dans la posture de l'amoureux, tu peux te mettre dans la posture du pote, avec Jean-Pascal Zadi, ou Quenard. Tu peux te mettre dans la figure du rejeté, du paria, du bandit, du gangster. Enfin, chacun peut y trouver sa petite persona, quoi, à qui s'identifier et se mettre dans le film. Et en plus, vu que le film est généreux sur tous ces personnages, en fait, t'es comblé, peu importe envers qui tu te personnifies. Parce que des fois, les films te laissent l'opportunité de te personnifier dans des personnages secondaires. En mode, si l'histoire de mes personnages principaux sont pas pour toi, tiens, prends le statut du personnage secondaire. Comme souvent, parfois, le statut du maître dans un film pour enfants, où du coup, le père qui va voir le film avec son enfant peut plus s'identifier au maître qu'à l'apprenti. Là, le film reste généreux et reste satisfaisant, même si tu t'identifies à François Civil comme à Benoît Poelvoorde, en fait, finalement. Donc, je pense que c'est là où il réussit vraiment un tour de force
multigénérationnel. Absolument. Et d'être très juste, parce qu'en plus, tous les personnages sont traités, tous les personnages ont leur scène, tous les personnages ont leur parcours émotionnel. Il n'y en a aucun qui est délaissé. Et puis, le film dure 3 heures, donc ça laisse le temps de traiter tous ces personnages, quoi. Ça, c'est vrai. Juste, par contre, si tu t'identifies à Vincent Lacoste dans le film, pose-toi des questions. On n'est pas ensemble. Déjà, on n'est pas ensemble, et pose-toi des questions. Si tu t'identifies à Benoît Poelvoorde dans le film, mais continue de chanter des chansons, tu as sûrement une très belle voix. Et c'est mieux que ce que tu faisais avant, donc félicitations pour ta remise en question. Du coup, on peut passer au top 3. Ouais, là on attaque le podium. Oh là là, le podium, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a sur ce top 3 ? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Désormais, entrons maintenant dans le podium avec le top 3. T'es-tu genre une mannequin full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche? Il y a pas tant de chance au poker. Moi, c'est mon trip, là, les voir toutes perdre. T'es evil. Ah, c'est ça le jeu. Le shoot est annulé. Je sais que ton brand est edgy, mais là, ça a vraiment dépassé les bornes. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Eh ben dis donc, ça c'est un bon morceau ça. Ça c'est de la bonne cam quand même. Ouais, voilà, ça c'est quelque chose. Un film québécois qui s'appelle Les Chambres Rouges. Un film qui est resté top 1 très longtemps, jusqu'à ce que je vois mon top 1 mon film dont je vous parlerai en top 1 en fait. Qui est resté top 3 d'ailleurs, parce que du coup, je vous disais tout à l'heure, Maxine est resté top 2 très longtemps. Et du coup, voilà. Les Chambres Rouges étaient top 3. Les Chambres Rouges, c'est trop bien. Mais j'adore les thrillers. C'est un autre genre que j'aime beaucoup. J'adore les polars, surtout. J'aime bien le côté froid, j'aime bien la psychologie du sombre. Je suis pas tant fan de films noirs que toi. Moi, je suis plus dans le côté polar, thriller, la psyché sombre de l'être humain, quoi. J'aime quand on va aller chercher là-dedans. Et ce que permet plus facilement le polar et le thriller à suspense, quoi. Absolument. Donc là, moi, j'ai été servi. J'ai été complètement servi. Et oui, c'est un film d'horreur. Toute l'horreur est torchante, toute l'horreur est là-dedans, mais c'est un film d'horreur. Très bon, soit dit en passant. Et c'est un putain de thriller, bordel de merde. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu depuis ces dernières années. C'est de la folie, Les Chambres Rouges. Quand je suis ressorti de la salle, j'étais tellement excité, j'étais là, faut que tu le vois. T'as fini par le rattraper très tard. Et en plus, il y a des fois, on avançait dans la chaîne, enfin, on peut parler d'un film, on peut parler des Chambres Rouges. Non, je l'ai pas vu, j'étais là, Et là, il me dit, ouais, j'ai rattrapé quelques films. Ah ouais, t'as rattrapé les Chambres Rouges? Non, j'ai toujours pas rattrapé les Chambres Rouges. Parce que déjà, je savais que t'allais aimer. Je pense pas que t'allais aimer comme tu l'as aimé, mais j'étais sûr que t'allais aimer, et moi j'avais trop envie de partager ça, quoi. J'étais le seul de mon entourage à avoir mes films, j'étais en mode waouh, c'est trop bien. Ça doit être très bizarre de s'exciter pour un film dont le sujet est aussi grave, quoi, mais c'est vraiment le cinéphile qui parle à ce moment-là, quoi. Vraiment le cinéphile qui s'est pris de la bonne cam dans la gueule, quoi. Ah c'est ça c'est de la putain de péloche. Ah, c'est de la bonne péloche, c'est une bonne toile comme on les aime, quoi. Exactement. On a une chaîne de critiques, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. C'est un film, comme j'ai dit, qui explore la psyché sombre de ces personnages, qui le fait bien. Parce qu'en fait, tous les personnages du film ont une psyché sombre, mais on se contente pas de dire « ils sont méchants ». On y va. On creuse. Et paradoxalement, on creuse pas tant que ça dans la psyché sombre du coup du tueur, de la personne qui tient les Red Rooms. Donc voilà, c'est le procès d'un gars qui tient des Red Rooms, des salles de torture en ligne, en live, et on suit le film à travers une qui est fan de ce gars-là. Voilà, et qui va suivre du coup son procès. Donc bizarrement, on n'explore pas tant que ça la psychologie du tueur, mais vu que le tueur fait ça par des commandes, et qui gagne de l'argent avec, on explore ça à travers le système même, en fait. Il y a des gens qui payent pour ça.
Il y a des gens qui regardent. Et je trouve le film tellement didactique. Et c'est vrai que généralement, didactique, c'est oui, le film me prend par la main et tout, machin. Non, le film, il traite un sujet et il le traite dans l'ordre. D'accord, ok, c'est un sujet. Les Red Rooms, c'est un sujet. Plus toi-même, en tant que spectateur, tu sais peut-être pas trop ce que c'est. T'inquiète, je reprends depuis le début. Alors, les Red Rooms, déjà, c'est ça. Le film te l'explique. Et ah ouais, moralement, ça pose ces questions-là. C'est vrai que ça pose ces questions-là, moralement. Bah, on va les traiter, ces questions-là. Et on n'a pas peur. Et on y va. Et c'est en ça, du coup, que c'est un film d'horreur. C'est qu'on va tellement loin dans la sombritude, dans les ténèbres de l'humanité, que au bout d'un moment, on est vraiment en enfer, en fait, quoi. Que ce soit auprès de la nana qui idolâtre ce type. Pourquoi Voilà. Puis en plus, elle fait des choses absolument horribles. Là, la scène où elle arrive déguisée. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film, vous saurez de quoi je parle. Atroce. Et puis, on se prend aussi beaucoup d'empathie pour la mère d'une des victimes. Parce que, bien évidemment, le gars torturait pas des adultes. Hein. Sinon, c'est pas rigolo. Et donc, ouais, c'est un film difficile. Ouais, c'est un film qui est bien hardcore à encaisser, quoi. Mais c'est avec de la qualité, c'est un film qui éduque, c'est un film qui ouvre l'esprit, c'est un film qui te fait réfléchir. C'est un bon film dans tous les sens du terme, en fait. C'est un petit chef-d'œuvre. Disons-le honnêtement. Les mots sont dits. Mais ouais, voilà. Après, je disais qu'effectivement, il y avait que mon top 1 qui était vraiment une copie parfaite. Je trouve que là où le tout petit bémol du film, et c'est vraiment tout petit bémol en fait, c'est qu'il y a un moment tu sais pas trop où il va. Donc peut-être qu'en le revisionnant, j'arriverai à passer outre. Et c'est comme ça que je dis quand même c'est un petit chef-d'œuvre. Je me dis que c'est un grand chef-d'œuvre, c'est un petit chef-d'œuvre, quoi, c'est une petite pépite quoi. Parce que effectivement, il y a peut-être au bout d'un moment, et surtout quand il active sa fin, disons que c'est le problème de ce genre de film qui traite d'un sujet. C'est des films presque documentaires dans la manière dont ils traitent leur sujet. Donc du coup, au bout d'un moment, il y a le côté genre, mais c'est vrai que c'est un film de fiction, il faut que je fasse un truc pour terminer mon film. Moi, je vais faire ça. Mais du coup, ce qu'il fait pour la fin, c'est très réussi, c'est très haletant, voilà. Mais il aurait pu faire plein d'autres choses. Et du coup, je peine à justifier que ça, c'était vraiment la seule solution à faire et que c'était le meilleur truc à faire. Ah ouais, voilà. D'accord. Mais vu que c'est absolument génial, c'est pour ça qu'il est top 3. Absolument. Mais c'est juste là où il lui manque sa petite perfection qu'il aurait dû avoir. Et c'est pareil, il y a des fois, il est un peu trop cryptique vis-à-vis de son personnage principal. Ce qui est une très grande qualité. Mais on va tellement loin dans sa psyché qu'on aurait aimé qu'il éclaircisse les zones d'ombre, en fait. Après, est-ce que c'est de la curiosité malsaine vis-à-vis de ce que le film m'offre ? Je sais pas. Je pense qu'il faut juste que je le revoie pour lui donner ses dernières lettres de noblesse qu'il mérite. Rendez-vous au prochain visionnage dans ce cas-là. Exactement. Et si vous l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez, franchement. MyCanal. Bonjour. Voilà. Et Juliette Garelépi, probablement. Du coup, on va pouvoir passer directement à la place numéro 2 et donc au top 2. Cette alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens. Je vous parlais du cinéma que je voulais voir et que même avec toute ambition gardée que je pourrais aimer faire, là on y est. On y est, Maxime ? On y est. C'est avec ce film-là que ça touche à des choses vraiment... mais Coralie Farja, du coup ? Oui, bien sûr, Coralie Farja. Coralie Farja, j'ai juste envie de lui dire, prends-moi en stage. Je suis ressorti du film, franchement, c'est la seule chose dont j'avais envie, quoi. En stage de montage, du coup. Moi-même. Oui, particulièrement dans la table de montage. Genre, laissez-moi dans un coin, je vous observe travailler. Mais en stage, même de manière générale. C'est incroyable son film. En plus, c'est fou à quel point je n'attendais pas ce film. De 1, j'étais pas au courant qu'il sortait. De 2, c'est Benjamin, à peu près 2 semaines avant, qui me dit « Ah si, il y a The Substance qui sort, ça va être ouf, ça va être incroyable. » Je suis en mode c'est... Ok, encore un film, encore le film à la mode de je sais pas quoi, ouais, d'accord. Oui, il a remporté une palme d'or, oui, peut-être.
D'accord. Non, pas une palme d'or, calmons-nous. Non, il a été La nominé à palme, Cannes. oui, la palme du meilleur scénario. Ah oui, bon, il a Pourquoi remporté meilleur scénario? Personne ne le sait encore Oui, aujourd'hui. mais justement, mais, c'est la raison pour laquelle il est deuxième, c'est que même si le scénario, c'est pas ce sur quoi je suis le plus regardant, faut avouer qu'il y a quelques facilités. Oui. Après, clairement, je pense moi-même, si je fais des films, les défauts que... Si je dois choisir des défauts dans mes films, ce sera clairement sur le scénario que ça pêchera. Ah bah oui, c'est sûr. Je serais clairement regarder mon scénario, c'est lui faire t'inquiète, on s'en fout, tu vois. Donc, je peux clairement pas lui jeter la pierre vis-à-vis de ça, mais oui, du coup, ça fait qu'il est deuxième au lieu de premier, quoi. Ouais. Mais... Et moi, ça fait qu'il n'est pas dans mon top, voilà, petit spoiler. Ouais. Il n'y est pas à cause du scénario, entre guillemets. Parce que j'ai vraiment adoré tout le reste. Mais sinon, ouais, voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder le montage avant tout sur un film. Bah, là, j'étais servi. Et c'est surtout ça, en fait. Franchement, je crois que c'est surtout ça. J'ai juste eu le meilleur montage que j'ai vu depuis des années et des années et des années. Et en plus, cette année, on a été servi un niveau montage. Ah oui. Franchement, on a eu du très lourd. Hein. Même City of Darkness, qui est pas dans mon top. Monkey Man, Amour ouf, enfin vraiment on a eu du dans très des très ambiances lourd. différentes Mais Substance, c'est le Tchad c'est le Tchad du montage, quoi. Et puis il y a des idées, oh là 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 là. Je pense que je vais me le remater très vite dès que je pourrai. Parce que ouais, voilà, en fait c'est ça, c'est des propositions de cinéma qui me parlent, qui me touchent, que je réfléchis. J'ai fait du clip, c'est vrai que j'en fais plus depuis quelques temps, mais du coup c'est des réflexions que j'ai eues moi-même derrière ma table de montage, et j'ai l'impression même d'avoir eu des réponses de questions que je me posais à l'époque à laquelle je n'avais pas répondu, quoi. Ah oui. C'est d'où le côté vraiment prends-moi en stage, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est posé les mêmes questions, sauf que Coralie Farja est une génie qui a répondu, quoi. Tu ressors grandi professionnellement grâce au film. Exactement. Ouais, j'ai appris des trucs professionnels. Exactement. Ouais. J'avais du mal à le formuler, mais c'est ça, ouais. C'est incroyable, ça. Mais ouais, complètement. J'ai appris. Voilà. Ça marque l'esprit, ça. Ah, complètement. Quand le cinéma nous apprend des choses, ça, c'est beau. Et tu vois, je pense que maintenant, il y a des films... j'ai des films refs sur ma table de montage. J'ai des œuvres refs où il y a des fois, je me dis, attends, il fait comment là-dedans? Tu sais, vraiment des bibles, quoi, vraiment, où j'ai quelques œuvres où je me dis juste, il a fait comment à ce moment? Ah oui, d'accord. The Substance, c'est bon, il est dans la Bible, dans mes bibles de montage, quoi. Et Coralie Farja, t'es française, à tout hasard, si tu tombes sur la vidéo, merci. Franchement, merci. Merci mille fois pour ça. C'est sincère, vraiment. Absolument. Et n'hésitez pas à aller voir notre vidéo critique où on parle de The Substance si vous voulez un peu plus de détails sur pourquoi on l'a aimé, les trucs où, par exemple, surtout moi, j'ai un peu moins aimé, mais qui est un excellent film. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, du coup, The Substance, l'amour ouf, sur la chaîne. Yes. Désormais, il est l'heure de passer au grand vainqueur. La copie parfaite de l'année. La fameuse copie parfaite. Et je suis sûr que vous n'arriverez jamais à deviner quel film c'est. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez jouer. Quel est le fameux film top 1 et copie parfaite de Maxime? Le voici. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer? C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Ali. Et oui, c'est Dali. Avec 6 A. Absolument. Et je les ai comptés moi-même. Et oui, qui représentent les 6 personnalités que l'on voit dans le film. Dali, du coup, Quentin Dupieux, film français, casting assez loufoque, qui joue tous le personnage de Dali, à part quelques têtes, évidemment. Il n'y a pas que des Dali non plus qui se parlent et qui se répondent. Hein. Il y a Hakim Gemili aussi. Il y a Hakim Gemili. Cherchez-le. Bon courage. Alors la blague, c'est que j'avais vu qu'il était dans le film et je trouve que Hakim Gemili a un univers qui collerait vachement bien à celui de Dupieux, quoi. Et il fait clairement une apparition en figure dans le film. Et c'est un des trucs que j'attendais le plus du film, quoi. Donc, exactement. Comme quoi, hein, même avec des petites déceptions, ça peut ne pas empêcher d'être top 1 d'un film. Exactement. Donc Maxime, parle-nous de Dali. Bah Dali, c'est c'est une copie parfaite. C'est parfait. J'ai rien à dire. Déjà, Dupieux, c'est le réalisateur qui m'intéresse le plus en France aujourd'hui.
C'est vraiment le réalisateur duquel j'attends le plus les films en termes d'activité régulière, parce que sinon c'est Gaspard Noé, mais il fait pas assez de films assez souvent, donc voilà. D'ailleurs, il a annoncé que là, son prochain kiff, ce sera de faire un film pour enfants. Ça fait très peur, mais j'ai très envie de voir ça. J'ai très envie de voir ça. Non mais voilà, c'est ça. Donc Dupieux, c'est clairement le gars, quoi, et puis j'aime bien ce qu'il fait en tant que Mister Oiseau. Donc ouais, là Dali, en fait, je trouve qu'il est au top de sa forme. Je pense que tout ce qu'il a essayé dans son cinéma jusque-là, il l'atteint avec Dali. C'est-à-dire que Dali, c'est le maître du surréalisme. Dupieux travaille le surréalisme depuis le début de sa carrière au cinéma. Donc là, en traitant Dali, ça aurait pu être hyper intimidant pour lui parce que je fais du surréalisme, je traite le maître du surréalisme. Mais en fait, Dupieux, j'ai l'impression, et il le dit lui-même, qu'il a ce côté full détente quand il fait un film. Il se met pas la pression. Donc du coup, là, il s'attaque à son idole, mais il en a rien à foutre. Il est en full détente. Et en plus, il lui rend tellement bien hommage. Il lui rend tellement bien hommage à sa personnalité parce que Dali est contemporain aux médias, à la télé, à la publicité, à tout ça. On connaît Dali. C'est pas comme si demain je fais un film sur, par exemple, prenons le film Amadeus, qui est un biopic très connu. On réinterprète ce qu'on connaît de Mozart parce que c'est presque de la légende en fait ce qui nous est arrivé de Mozart jusque-là. Dali, il a écrit sa propre légende, quoi. Il l'a fait sur les plateaux télé, il l'a fait dans les publicités. Il a été Dali. On peut prendre avoir des images d'archives et le faire, quoi. Et il l'a fait tellement bien. Il a tellement rendu hommage à son art. Moi, le musée de Dali, à Figueras, en Espagne, c'est un musée dans lequel je suis beaucoup allé dans ma vie. Bizarrement. Alors, je suis pas allé en Espagne plus que ça, quoi. Mais, bref, le musée de Dali, j'y suis allé pas mal de fois dans ma vie. C'est un musée que j'adore. C'est un artiste que j'adore et je connais en fait déjà très bien. Et l'artiste a été vraiment honoré par le film que j'ai vu. Donc en fait, on va avoir des Dali différents dans les mêmes scènes. On va avoir une pluie de chats, on va avoir des tableaux de chiens. On va avoir un tableau de Dali mis en scène en 3D avec la notion de temps que nécessite le cinéma. Parce que finalement, je pense que Dali, il vivait 10 ans de plus, il faisait un film. Je pense que c'est clairement ce qui manquait à la carrière de Dali, c'était d'animer son œuvre dans l'espace et dans le temps. Et puis c'est à l'intérieur du film, en mode s'il n'y a pas de caméra, je ne donne pas l'interview, moi je veux les caméras, les plus grosses caméras et tout, c'est à l'intérieur du film. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dali, il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi des installations, en fait. Il y a des installations en 3 dimensions où il faut se mettre d'un certain point de vue pour voir la pièce de la bonne manière. Je pense notamment au visage, où les lèvres, c'est un canapé, voilà. Donc Dali avait déjà travaillé la notion d'espace, la notion de 3D. Donc là, rajouter la dimension de temps propre à un film, Dupieux, il y a une forme de continuation de l'œuvre. Enfin, c'est même beau ce qu'il a fait vis-à-vis de cet artiste-là. Et parlons aussi du fait que le film est foutument drôle. Qu'est-ce que j'ai ri. Franchement, la blague du dîner, j'ai pas autant ri dans une salle de cinéma depuis des années. Ouais. Franchement, qu'est-ce que c'était drôle. Et en plus, ça reprend ses amours premiers. Il y a un côté aussi... En fait, réalité, explorer la notion de couche de réalité dans l'espace. Ouais. Dali l'explore dans le temps, en fait. Il y a vraiment une notion de... On ajoute du temps à l'art. Comme je vous disais, vis-à-vis à l'art de Dali, qui a toujours fait des tableaux, des œuvres fixes, donc ils ne prennent pas la notion de temps dans l'œuvre. Donc là, on l'explore de cette manière-là. Et d'avoir cette espèce de scène de dîner qui revient inlassablement, et en fait, on sort jamais de cette anecdote et tout machin. Franchement, la première fois, c'est marrant. La deuxième fois, c'est encore plus drôle. Et la quatrième fois, mais c'est à mourir de rire, quoi. C'est ça, exactement. Et ce timing comique, parce qu'en plus, Dupieux monte lui-même ses films. Et du coup, je trouve aussi qu'en termes de montage, il commence à avoir une vraie maestria, même dans d'autres trucs que j'ai moins aimé de lui récents. Au niveau du montage, c'est là où ça pêche pas du tout, en fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, bravo Quentin Dupieux pour ce film. Il est rentré dans mon panthéon des films. Ça doit être le 71... Dans Perfection. Ouais, dans Perfection. Ça doit être le 71e ou le 72e film de cette liste. Incroyable. Pour clôturer ça,
qui a le mieux incarné Dali? Un petit jeu comme ça. Pour toi, le meilleur Dali, du coup, c'est lequel? Franchement, Lelouch. C'est vrai qu'il est impressionnant, peu présent, mais assez impressionnant. Je pense que Lelouch, c'est celui qui... En fait, c'est un grand sujet de débat avec Ben. C'est comment Dupieux s'y est pris pour qu'ils soient tous autant raccords dans leur jeu. On va pas vous refaire le débat là. Ouais, non. Il y a un podcast, notre podcast, si vous voulez l'écouter, où on parle du film d'Ali. Je sais même pas si on a le débat dans le podcast en vrai. Si, je crois que oui. Ouais, okay. Je crois que oui. Et je trouve en fait, je trouve que Lelouch arrive mieux à retranscrire la vanité de Dali. Ouais, voilà. De fou. Moi, c'est Edouard Baird, je suis pas très original, donc... Ouais, mais franchement, j'allais dire, ils sont tous très, 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 très bons. Hein. Ils sont tous très, 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 très bons. Mais du coup, j'ai revu le film, et malheureusement, au deuxième visionnage, je trouve qu'on sent un peu trop Jonathan Cohen derrière Dali. Ouais, ce que j'ai pas du tout ressenti la première fois, perso, que je l'ai vu. Ok. Mais la deuxième fois... Par rapport aux autres, du coup, un chouille trop Jonathan Cohen. C'est vrai que pour le coup, Baird et Lelouch, on ne les reconnaît pas même dans leur jeu. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai... on sent que même eux étaient ultra déter. Ils se sont effacés, ouais, clairement. C'est les deux seuls, parce que Pio Marmaille aussi, on sent Pio Marmaille quand même, je trouve. Ouais. Bah après, c'est le problème de Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui sont deux acteurs que j'adore. Même Pio Marmaille, c'est un de mes acteurs préférés tout court. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des acteurs qui ont du mal à s'effacer et qu'on reconnaît. Mais on les prend pour qu'ils jouent leur truc, quoi. C'est ce qui permet. Après, je sais que les parties de Jonathan Cohen devaient être faites par Ninet à la base. Alors déjà que je trouve le film parfait en l'état, mais si on m'avait foutu Pierre Ninet dans la forme olympique dans laquelle il est en ce moment, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais là, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Les sommets. Parce que Ninet, c'est sûr qu'il se serait effacé derrière le rôle. Ah bah c'est sûr. C'est sûr d'ailleurs, je pense qu'il doit regretter de ne pas pouvoir l'avoir fait. Parce que Ninet, je trouve qu'il est dans une forme olympique en ce moment. Alors il n'y a pas le Comte de Monte Cristo dans mon top. Il y est resté très longtemps, mais voilà. Ninet en ce moment, franchement... Mais c'est bien, allez-y. Franchement, pareil, on parlait de décrire la légende. Je pense que Ninet, il est en train de décrire la sienne en ce moment. On est dans la période où il est en train de le faire. Absolument. Et je pense qu'on n'a encore rien vu, d'ailleurs. Et je pense qu'avec Monte Cristo, c'était juste pour nous dire, les gars, je suis enfant. C'est un début. Ouais. Et ben voilà, vous avez eu le top 10 complet de Maxime. Mais avant qu'on se sépare et qu'on vous dise au revoir pour une prochaine vidéo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'attends comme film cette année? Bah, il y a un film de Yann Kounen qui arrive, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Donc Yann Kounen qui a fait 99 francs. Absolument. Qui reste toujours un grand film. Je vois des gens commencer à dire oui, le film est un peu vieilli, tu sais, c'était... Non, c'est trop bien 99 francs, qu'est-ce que vous racontez? Voilà, qui même quand il avait fait un documentaire sur la vapote était incroyable. Voilà, si vous avez fait, pour les Parisiens, si vous avez fait l'expo sur l'ayahuasca, vous avez pu voir son film en VR sur l'ayahuasca et un extrait du trip à l'ayahuasca dans Blueberry. Voilà, je pense que c'était sa dernière actualité. Et là, qui refait L'homme qui rétrécit. Donc voilà, ça fait un remake d'un film américain des années 50, 60. Ouais, je crois que c'est ça, un film de Jack Arnold. Ouais, c'est ça, on vous met l'année là. Avec Jean Dujardin. Enfin, en fait, je sais tellement pas à quoi le projet va ressembler que c'est ça qui m'excite réellement, quoi. Ça qui me fait dire... Ah bah bien sûr, de toute façon, Yann Kounen, n'importe quel projet, j'y vais. Ouais, exactement. N'importe quel projet, j'y vais. Voilà, pour regarder du côté de l'Angleterre, il y a le dernier Edgar Wright qui arrive. Pareil. Encore une fois, peu importe ce qu'il fait, j'y vais. Ouais, pareil. Et là, Running Man, aussi un remake. Ils sont tous sur des remakes, finalement. Ouais, de ouf. Alors, on est là en mode, mais pourquoi vous faites des remakes? Ouais, mais peut-être qu'on va être face aux meilleurs remakes qu'on a vus depuis longtemps. Pour le coup, Running Man, j'ai pas vu l'original. Non, non plus. Ce qui est le cas avec L'homme qui rétrécit. À voir. Ouais. Oui, mais c'est pareil, moi, Edgar Wright, voilà. Ouais, voilà Danny Boyle qui nous fait 28 ans plus tard. Avec ton chouchou. Avec qui? Aaron Taylor Johnson. Ah ouais? Ah oui. Et si? Merde. Eh oui.
Bon, bah j'attends pas ce film. Way of the Wind aussi de Terrence Malick. J'y crois pas une seule seconde qu'on va l'avoir cette année. Écoutez, je remettrai l'extrait si on fait la critique de Way of the Wind plus tard. Exactement. Mais écoutez, visiblement, il sort. J'avais trouvé que le dernier Mission Impossible était le meilleur de la saga, donc bah, autant vous dire que j'attends le 8 avec impatience. Et bah, bien évidemment, Avatar 3. Hein, je vous ai dit, j'adore le space opéra, le planète opéra, la science-fiction. Bien sûr que j'ai adoré Avatar 1, bien sûr que j'ai adoré encore plus Avatar 2. On aura ce débat avec Benjamin en temps voulu. Mais bah ouais, Avatar 3, j'attends. En plus, on va avoir des navires méchants, on va avoir le peuple des cendres. Après la forêt et l'eau, on a le feu. Bref, j'ai hâte. J'ai juste hâte. De James Cameron qui nous fait des putains de plans dans les volcans, là. Ça va être génial. En vrai, ça va être génial. J'espère. C'est clairement le nerd en moi qui parle, mais... Ça fait 15 ans qu'on me dit que ça va être génial et que j'attends toujours, mais on verra ça. Donc voilà, est-ce que j'oublie des films Un Dupieux, j'ai mis un Dupieux, parce qu'il y aura un Dupieux. Je sais pas quoi, mais il y aura bien un Dupieux. Au rythme où il fait des films, et vu qu'il les annonce, voilà, toujours. Ouais, et puis bah, on terminera probablement l'année avec Kaamelott 2. Bien sûr que je l'attends. Bien sûr que j'aimerais faire Kaamelott cette année pour réavoir toute l'histoire en tête. Je suis content qu'il le fasse en 2 parties. Parce que j'attends toujours la version longue du 1, qui pour moi est une merde. Est un bon film trop coupé. Pour moi, en fait, il manque trop de scènes. Ça se voit trop que le film est charcuté dans tous les sens. Donc, je suis sûr que la version longue, si elle existe du film, est bonne. Donc, j'espère qu'on va avoir une ressortie d'un Kaamelott premier volet version longue pour qu'on puisse voir tout ce qui nous manque. Bref. Cette année 2025 s'annonce avec encore plein de débats. Houleux encore. Ouais, je pense. J'espère qu'on se rattrape. Je pense que ouais, il y a 2-3 événements de l'année qui vont être. Ah bah Kaamelott, je pense qu'on s'écharpille de ouf. Oui, Kaamelott. Avatar, on va s'écharper de ouf. Je pense que la fin de l'année, on va se réécharper. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que cette année, en vrai, on s'est écharpé que sur Megalopolis. Heureusement qu'il y aura Wicked pour qu'on se donne de l'amour. Exactement. J'espère, en tout cas. Voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là. Encore une fois, bonne année à vous. Vous avez mon top que vous pouvez retrouver sur la chaîne quelque part. Vous allez retrouver demain, voilà, très bientôt. Très bientôt, voilà. Nos flops, et pareil. Nos flops, pareil, qui vont sortir incessamment sous peu. Donc, bienvenue si vous nous découvrez grâce à cette vidéo. Abonnez-vous. On a du coup Twitch, Insta, les plateformes d'écoute et TikTok. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, on vous accueille à bras ouverts. Et... Merci. Et on va clôturer ici. Donc, tout ce que a dit Maxime sur ce fameux top, eh bien, sachez que ce n'est que son avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt. Ciao.